Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Réaumur, à la découverte de Réaumur. Si, vous avez bien compris, Réaumur, c'est à la fois la commune où nous sommes, située entre Pouzauges et la Châtaigneraie. Et Réaumur, c'est Antoine Ferchaud de Réaumur, cet incroyable inventeur du siècle des Lumières. Nous sommes ici, dans son manoir, transformé en musée. Bonjour Marie-Vonne. Bonjour Grégoire. Alors vous êtes la responsable du musée des sciences de Réaumur. Alors comment présenter ce personnage incroyable? Réaumur, c'est un touche-à-tout, un inventeur. On est chez lui là en fait. On est chez lui. C'est sa maison de famille où il venait chaque année passer 3 mois. Oui, c'est un personnage très étonnant qui arrive après des études de droit à Paris et qui devient à 30 ans à la tête de l'Académie des sciences en étant le directeur. Il est resté 40 ans. 40 ans à la tête de l'Académie des sciences. Ce qui montre quand même son importance à cette époque si riche en plus, où il se passe beaucoup de choses. Et c'est l'inventeur du premier thermomètre, dit thermomètre fiable. Voilà, parce qu'il y avait d'autres thermomètres, mais Réaumur a beaucoup travaillé sur le thermomètre parce qu'il n'était pas satisfait des résultats que ça donnait, et il va réaliser le premier thermomètre fiable. Oui, bien évidemment, on lui doit ce thermomètre. Il est curieux de tout, la botanique l'intéresse, on en parlera d'ailleurs dans un instant, la chimie, le métal, les minéraux. Bien qu'il soit souvent à Paris, c'est vraiment ici qu'il va réaliser énormément de ses expériences, surtout à la belle saison, l'été quand il revient. Voilà, il travaillait à Paris, mais il travaillait aussi beaucoup ici. On a dans ses mémoires des témoignages d'expériences qu'il a faites dans son jardin à Réaumur, sur la digestion des oiseaux par exemple, et puis il va sur la côte, et sur la côte il observe la faune et la flore marine. Et là aussi il va faire beaucoup d'expériences, d'essais pour comprendre un petit peu comment vit toute cette nature. Parce que c'est un passionné aussi de nature. Réaumur, il est né en 1683, c'est ça? Oui, c'est ça. Il naît en 1683. On est encore à la fin du XVIIe, mais il va mourir en 1757 et il est vraiment dans cette période du siècle des Lumières, foisonnante des Lumières, oui. Et alors, ce musée retrace à la fois le parcours de ce génie de son époque, mais à la fois, c'est un musée interactif, très vivant. On va pouvoir, de façon souvent assez ludique, réaliser ses propres expériences. Alors ici, Marie-Vonne, nous sommes dans une pièce reconstituée, pièce un peu du siècle des Lumières. Voilà, c'est la pièce du siècle des Lumières. Alors, elle est très éclairée, hein, ça c'est vraiment au sens propre du terme. La plus lumineuse du manoir. La plus lumineuse du manoir, mais c'est aussi pour évoquer ce foisonnement du siècle et évoquer les temps forts qui ont marqué ce siècle des Lumières. Notre fameux personnage Réaumur, on peut l'observer ici parmi ses contemporains du XVIIIe siècle. Voilà, ici on a la représentation d'un salon au XVIIIe. Il est sur la peinture. Ces salons étaient tenus par les femmes. Réaumur, comme vous le disiez, est là, sur la peinture. Il est ici, parmi tous ces philosophes et artistes. On est dans le salon de Madame Geoffrin, donc c'est la dame qui est là, donc assez discrète, qui reçoit dans son salon. Alors c'est une femme qui n'était pas noble, hein, elle ne s'appelait pas de Geoffrin, mais qui avait réussi par sa volonté à avoir une importance à Paris. Et elle réunissait 2 fois par semaine les philosophes et les artistes. Et son salon était très prisé, beaucoup s'y rendaient. Et c'était un moment assez riche en échanges. Vous parliez de richesse d'échange. Réaumur, lui, il en a eu énormément, notamment avec ses correspondants qui lui ont permis de faire des expériences et d'accueillir ici des plantes qu'on ne connaissait pas en Europe. Oui. Et on peut peut-être aller se balader un petit peu dans son logis. Dans son logis et puis aller un peu plus loin, un peu plus haut. D'accord, tout à fait. Je vous accompagne? Très bien, allons-y.
traverse un petit peu le logis de Réaumur. On arrive ici dans son cabinet de travail qui montre l'importance des sujets qu'il a étudiés. Et notamment, il a étudié les oiseaux et la digestion des oiseaux. Il avait la plus belle collection d'oiseaux et de nids du royaume. Alors voilà, Grégoire, nous sommes dans cette salle des correspondants qui est une salle aussi d'une grande importance et d'une grande richesse. Avec une carte du monde du 18e. Du 18e, dont l'original est à la BNF. Et Réaumur avait des correspondants dans le monde entier. Alors, lui-même ne voyageait pas. Il partait de Paris pour son logis ici. C'était déjà un voyage. C'était un voyage, mais c'était le seul qu'il effectuait. On sait combien de temps il mettait d'ailleurs, 2 jours peut-être Oui, parce qu'on a des points d'arrêt tout au long de son trajet. Donc 2 jours, voire 3 jours parfois, parce qu'il s'arrêtait faire des études si quelque chose l'intéressait au cours de son voyage. Et puis, il avait des échanges épistolaires avec tous ses correspondants qui partaient de l'Académie des sciences de Paris et qui arrivaient sur des points, différents lieux dans le monde. Et Réaumur avait fourni à ses correspondants des thermomètres pour qu'ils relèvent la température de ces pays, mais aussi leur demandait s'ils pouvaient leur expédier des minéraux, des végétaux, en fait des espèces qu'on ne connaissait pas en France. Et puis pour les plantes, par exemple, eh bien, ça permettait de savoir comment on pouvait les adapter. Donc nous, on a un petit jeu. On joue ici avec les plantes parce que la carte est magnétique. On a quelques indications sur les fiches et on demande par exemple de montrer d'où vient le thé. Alors sur la fiche, il est écrit que ce thé vient d'Asie. Donc voilà, on va pouvoir rechercher. Asie centrale, Chine. Asie centrale, Chine, oui. En nord de l'Inde. L'Himalaya. Et en fait, c'est pas toujours évident de retrouver l'endroit, parce qu'il y a certains noms qui ont changé. La Réunion, par exemple, c'était l'île Bourbon. Enfin voilà, donc c'est pas toujours aisé, mais ça fait travailler. La tomate qui ne ressemblait à pas grand-chose à l'époque. Qui n'était pas grand-chose à cette époque et qui n'était pas très comestible. Je dirais Amérique du Sud. Oui, c'est ça, Amérique du Sud. Il y a peut-être un endroit assez... Alors elle était là, vers le Pérou. Oui, sur les côtes du Pacifique. Tomate originaire du Pérou, grosso modo. Tout comme la pomme de terre. Alors, on connaît un peu l'histoire de la pomme de terre, qui était une plante considérée comme une plante du diable parce qu'elle poussait dans la terre. Donc, en fait, un fruit ou un légume avait beaucoup plus de qualité s'il était élevé. Donc, une pomme, par exemple, en haut d'un arbre, était considérée comme un fruit très précieux parce qu'il n'était pas dans la terre. Mais la pomme de terre, c'était un drame. Je l'ai mis sur le Pérou aussi. Donc, il y a beaucoup de plantes qui arrivent d'Amérique du Sud. Donc, tout ça, ça va permettre aussi d'avoir des connaissances et puis de développer un petit peu l'alimentation et puis l'implantation de ces fruits, de ces légumes dans le royaume. On entre ici dans un très beau cabinet d'histoire naturelle, bien fourni, où sont classés les 3 règnes étudiés par Réaumur au XVIIIe, le règne animal, puis le règne minéral et végétal. Et on peut ouvrir les tiroirs. Regardez, Grégoire, on y découvre de très belles choses. Beaux insectes. Il était entomologiste, un éminent entomologiste. Voilà. On dit que c'est Réaumur qui a vraiment créé l'entomologie. Il est le premier à s'être intéressé aux insectes dans leur intégralité, de la naissance à leur envol. Il avait un petit faible, je crois, pour le monde des abeilles. Il avait un faible pour le monde des abeilles, il les appelait son cher petit peuple et il a énormément apporté de connaissances aux hommes qui sont devenus apiculteurs après lui. Il est toujours référencé dans les ouvrages d'apiculture pour ce qu'il a découvert. Réaumur, c'est aussi l'inventeur de la métallographie. Oui, c'est ça. Un nom un petit peu compliqué, surtout aujourd'hui, on l'emploie peu. Mais la métallographie, c'est l'étude de la structure des métaux. Alors, dernière salle du logis, Grégoire, c'est en fait une transition entre ce manoir un petit peu précieux et les jardins. On arrive dans l'atelier du jardinier. Donc, vous voyez ici, on évoque les jardins tels qu'on les trouvait au XVIIIe. Il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, il n'y avait pas de jardin public, ils étaient privés, donc tout le monde ne pouvait pas s'y rendre.
Et puis c'est un lieu aussi où les enfants prennent des éléments, parce qu'ils ont eu un jeu à faire dans le manoir, et ils vont prendre une petite musette, ils vont prendre une boîte loupe, et puis ils vont pouvoir aller explorer le jardin et faire de nouvelles activités au sein de ce jardin. Vous avez un beau jardin ici qui a été remanié récemment. Hein, voilà, cet hiver, les agents techniques de la communauté de communes ont replanté le jardin. Alors, tout n'est pas fini. On doit encore y mettre des plantes tinctoriales, des plantes aromatiques, mais il va évoluer tout le temps. C'est un lieu où les visiteurs peuvent pique-niquer, ou peuvent s'installer dans les chaises longues au beau jour. Enfin, voilà. Il faut être curieux quand on vient ici. Enfin, si on l'est, tant mieux, parce que vraiment, on a de quoi s'enrichir, on a de quoi découvrir. C'est une vraie aventure au cœur de la science. Oui, c'est ça. Et ça montre aussi que la science, elle est présente dans notre quotidien. Et en fait, selon ce qui nous intéresse, on peut approfondir un sujet sur tout ce qui est naturaliste. Pour d'autres, ça va être sur la métallurgie. Et c'est une visite qu'on peut faire à différents niveaux de lecture. Et ça a été la volonté des élus que de développer le manoir en renouvelant toute cette scénographie. Ça a été des travaux sur 2 ans pour en faire un lieu beaucoup plus vivant et non pas un musée sur les sciences statiques. Le manoir des sciences de Réaumur, il est ouvert toute l'année ? Il est ouvert toute l'année au groupe, en fait. Non, du 1er février au 30 novembre. Décembre, janvier, c'est fermé. Et ensuite, il est ouvert pendant toutes les petites vacances aux personnes individuelles et du 15 juin au 15 septembre, tous les jours également aux personnes individuelles. Très bien. Bon, merci beaucoup, Marie-Yvonne, pour la visite. Merci à vous. Pour les expériences aussi. Quant à nous, à bientôt pour un autre chemin de traverse.